Vous venez de décrire tout à l'heure votre projet de société. Est-ce que vous pouvez nous résumer de manière succincte et nous dire comment est-ce que vous comptez convaincre l'électorat togolais avec la présidentielle de février? Merci beaucoup. Le projet de société est fondamental dans le cadre d'une campagne électorale, surtout pour les présidentielles. Mais avant même le projet de société, il importe de savoir que celui qui porte ce projet de société doit aussi être un homme de valeur. Si ce n'est pas le cas, le projet de société risque de rester lettre morte et ne pas tenir les engagements. La crise que traverse notre pays aujourd'hui est une crise politique, c'est vrai, mais c'est avant tout une crise des valeurs. Les valeurs morales sont bafouées dans notre pays. Et nous ne pourrions pas, dans ces conditions, chercher à restaurer notre pays en faisant abstraction de ces valeurs. Nous ne pourrions pas chercher à restaurer notre pays en nous disant, peu importe celui qui remplacera le président de la République, l'essentiel est qu'une autre personne vienne là. Non, il faut trouver des personnes de valeur, il faut trouver des personnes qui croient aux valeurs, et ce sont des personnes convaincues des valeurs qui peuvent changer notre pays. Parce que chacun d'entre nous ne donne que ce qu'il a. Celui qui ne croit pas aux valeurs ne peut pas transformer le pays par des valeurs. Et ce préalable étant fait, notre projet de société s'organise autour de 4 points. Le premier point, c'est la refondation de la nation. Et nous disons refonder une nation, cela signifie que tous les Togolais, où qu'ils se trouvent, doivent avoir cette conscience de l'unicité que nous constituons. Nous formons un tout indivisible. Lorsque la tête est malade, le pied doit l'être également. Et que sans cette conscience, nous ne pourrions pas former une nation. Or, cette conscience ne peut se créer lorsqu'il y a des injustices dans le pays. C'est justement pour cette raison que nous avons préconisé un certain nombre de solutions pour en arriver à cette transformation, à cette refondation de la nation. Et parmi les solutions, d'abord, c'est la transformation des mentalités. C'est fondamental. Les problèmes dont nous souffrons ne sont pas des questions de moyens, mais des questions de mentalité, qui doivent nous conduire à savoir que le bien commun doit être respecté, qui doivent nous conduire à savoir que l'État a des obligations à l'égard des citoyens, tout autant que les citoyens ont des obligations à l'égard de l'État. Et pour cette raison, nous disons que le droit doit être un instrument puissant. Quand nous serons élus, l'enseignement du droit dans les lycées deviendra obligatoire dès la rentrée prochaine. Il faudrait que le citoyen sache que lorsque l'État vient construire un hôpital, ce n'est pas le président de la République qui a construit l'hôpital, c'est l'État. Et qui ne doit rien au président de la République parce qu'un hôpital a été construit. Ce n'est pas une faveur, c'est un droit. Il faut que le citoyen puisse le savoir. Il faudrait qu'on en arrive également au service civil ou militaire obligatoire pour inculquer aux citoyens la nécessité de respecter le bien commun, qu'ils sachent que nous tous, nos sorts sont liés. C'est fondamental sur ces éléments. Donc, après la transformation des mentalités, nous n'avons donné que quelques idées sur ça. Il nous faut également régler le problème de l'ethnie dans notre pays. Nous avons parlé de l'équité dans la gouvernance. Même si on n'en parle pas, chacun sait que le problème ethnique dans notre pays est réel. Il est réel parce que certains pensent, à tort ou à raison bien évidemment, que certaines ethnies sont favorisées au détriment des autres. A priori, il n'y a pas d'hostilité entre les ethnies, mais c'est la gouvernance qui fait que l'injustice ou le sentiment d'injustice naît. Nous devons pour cela assurer l'équité ethnique. Je donne un exemple. Lorsque nous devons recruter 100 personnes dans la fonction publique, nous pourrions prendre les 20 premiers, peu importe leur origine, peu importe leur course sociale. On les prend sur la base des mérites. Sur les 100 qui restent, on peut les répartir sur la base des regroupements ethniques. Et parmi les regroupements ethniques, maintenant, il faut prendre les meilleurs. De sorte qu'on allie qualité, excellence avec la satisfaction des ethnies. C'est ce qui permettra aux ethnies de faire confiance les unes aux autres et pour qu'on en arrive à un tout bien soudé. Aujourd'hui, dans certaines régions du pays, on exploite les ressources naturelles. Et ce qui entraîne parfois même des conséquences sur le plan environnemental, sur le plan donc de la santé des individus. Et ces régions sont négligées. Lorsque vous négligez des gens, cela équivaut à créer des frustrations. Ils ne se sentent pas concernés par les affaires du pays.
c'est un obstacle à la naissance ou à la refondation de la nation. Donc, ce sont des exemples pour nous dire comment nous pourrions ensemble recréer cette nation pour qu'il y ait une sorte de solidarité entre les différentes couches, solidarité entre les générations. Vous voyez aujourd'hui nos retraités qui sont dans des situations de misère. Or, lorsqu'ils sont dans ces situations de misère, c'est une atteinte à la dignité même humaine. Il faut rapidement y remédier. Et vous savez, pour qu'il y ait une réelle solidarité entre les citoyens doivent être connus, doivent se connaître. Ce qui fait qu'avant la fin de notre premier mandat, tous les Togolais seront répertoriés, tous les Togolais auront un numéro matricule de protection, en vue de leur protection. Il en résultera que si une personne qui naît et qui venait à être orphelin trop tôt, il faut que l'État s'en charge. On ne peut pas le faire si nous restons toujours dans cet anonymat. Il ne peut pas y avoir d'équité, il ne peut pas y avoir de solidarité si tous les Togolais ne sont pas répertoriés avec un numéro matricule permettant de connaître la situation de chacun d'entre nous. Et donc, lorsque nous aurons fini cette refondation de la nation, il faudrait permettre l'émergence d'un État moderne. Un État moderne, c'est celui dans lequel, naturellement, la loi prévaut. L'effectivité de la loi. L'effectivité de la loi conduira également au respect des droits de l'homme. Je le dis, je le martèle, le peuple togolais viendra me demander les comptes le moment venu. Sous ma présidence, il n'y aura pas de détenus politiques. Sous ma présidence, il n'y aura pas d'exilés politiques. Nous nous donnerons des rendez-vous et vous viendrez me poser ces questions. Pour qu'il y ait transparence, il faut avoir accès à l'information. Je ferai voter rapidement dans les délais pour que le droit à l'information soit un droit consacré pour tous les journalistes, pour tous les citoyens, sauf les documents qui seront considérés comme relevant du secret d'État ou peut-être des questions de défense nationale. Excepté ces documents, tout le monde a droit à l'accès à tous ces documents pour que les choses se fassent dans la transparence. Il faut une sorte de reddition des comptes également. Et quand nous aurons, et sur le plan également donc de l'émergence d'un État moderne, il faut renforcer les institutions. On va procéder à des réformes institutionnelles. Notamment, il faut doter l'Assemblée nationale des moyens nécessaires. Aujourd'hui, les députés ne sont pas bien encadrés. Il faut doter chaque groupe parlementaire d'assistants parlementaires. Et ces assistants seront pluridisciplinaires. Des juristes, des économistes, des philosophes, des sociologues, etc. De sorte à leur permettre de prendre des décisions adéquates. Mais au contraire, pour moi, ou bien encore corrélativement, nous allons supprimer le Sénat. Ce n'est pas parce que la France a un Sénat que nous devons en avoir également. Ce sont des sources de dépenses inutiles. Il faut orienter ailleurs des fonds qui doivent être mobilisés à cette fin. Et donc, ces éléments permettront l'émergence d'un État moderne. Mais aussi, il faut réaliser l'épanouissement intégral de l'individu. Pour réaliser cet épanouissement intégral, il faut d'abord agir sur le social. Aujourd'hui, quand vous prenez les jeunes, lorsque le jeune n'a personne pour le pistonner, parce que son frère n'est pas ministre, parce que son frère n'est pas officier, parce que son frère n'est pas tel, il peut travailler, donner le meilleur de lui-même sans pouvoir sortir de sa situation. Nous tuons l'espoir dans les jeunes. Un jeune sans espoir n'est bon à rien. Il faudrait pouvoir les encourager pour qu'ils sachent que par leur travail, ils peuvent sortir de leur situation. Pour cette raison, le recrutement dans les entreprises privées, dès lors qu'on aura atteint un seuil de 5 salariés, doit se faire dans une transparence absolue. Pour qu'on pose des critères clairs et que les entrepreneurs nous disent sur quels critères ils font leur recrutement. Les entreprises qui vont respecter ces règles bénéficieront des avantages fiscaux. Les entreprises qui ne respecteront pas ces règles, évidemment, seront soumises également à des pénalités pour susciter cet espoir en la jeunesse. Et sur le plan social également, l'accès à la santé doit être fondamental pour tous. Et nous rendrons donc le traitement de certaines maladies totalement gratuit. Et nous rendrons l'accès à la santé gratuit pour toute une partie également de la population, pour permettre donc cet épanouissement intégral. Quand nous prendrons l'éducation, et personne d'entre nous n'aimerait entrer dans un véhicule conduit par une personne titulaire d'un permis, mais qui ne sait pas conduire.
il faudrait que par nos programmes scolaires, nous puissions permettre aux élèves, aux étudiants d'acquérir un savoir-faire concret, leur permettant de pouvoir évoluer dans la vie. Donc, les programmes scolaires doivent être à cette fin également retouchés. Et il faut une professionnalisation. Si vous avez de très bons artisans, on peut exporter leurs produits. Vous ne trouvez pas anormal que les magasins de prêt-à-porter pilulent dans nos rues? Cela signifie que nous contribuons à créer de l'emploi ailleurs, alors que nous produisons des chômeurs. Il faut y mettre fin. Les jeunes Togolais sont en mesure de produire ces prêt-à-porter. Je vous ai amusé, si vous vous en souvenez, en vous montrant mes costumes qui sont produits togolais. Et je crois qu'il faut intensifier cela et encourager la jeunesse à aller dans ce sillage. Et sur le plan toujours de l'épanouissement de l'individu, nous avons parlé de la culture, nous avons parlé des communautés religieuses également qu'il faudrait revaloriser. Nous avons, le dernier point concernait plutôt la coopération, que nous avons qualifiée d'une coopération pragmatique. Pour moi, la véritable coopération, c'est celle qui ne va pas dans une sorte d'assistanat, mais de savoir qu'est-ce que nous pourrons mettre ensemble pour pouvoir aider nos peuples. Si le Ghana et le Togo mettaient ensemble leurs moyens pour construire un hôpital de grande référence internationale ici, pour traiter le cancer, c'est ça véritablement la bonne coopération. Si le Togo créait un très grand laboratoire de référence internationale dans laquelle on fera des recherches, les Togolais, les Ghanéens, les Burkinabés viendront faire les recherches, c'est ce que moi j'appelle la coopération pragmatique. Nous pourrons y parvenir. Ce ne sont pas les moyens qui nous manquent, c'est la volonté politique et les idées. Nous avons les idées, nous avons la volonté politique et nous le ferons avec les Togolais. Je vous remercie. Où allez-vous prendre cet argent pour réaliser tous ces projets? Ne vous inquiétez pas pour la mobilisation des fonds, parce que les fonds sont actuellement disponibles dans notre pays. Pour cette raison, il faut plus de transparence dans la mobilisation des recettes. Pour cela aussi, il faut une fiscalité qui encourage les privés à pouvoir investir. Lorsque les privés investissent dans des secteurs créateurs d'emplois, bon, automatiquement, il faut qu'ils puissent avoir une fiscalité aussi qui soit à leur avantage. Nous savons aujourd'hui qu'il y a des Togolais riches, mais qui ne savent pas de quoi faire de leur argent. Et il faudrait les encourager à investir et les accompagner dans l'intérêt de tous. Et sur le plan international, il y a des investisseurs étrangers qui voudraient pouvoir investir au Togo, mais à condition qu'ils soient sûrs que le Togo est dans une situation de stabilité. Or, l'instabilité politique est avérée au Togo. Les gens craignent. Je crois qu'avec moi, toutes ces craintes seront bannies parce que nous serons dans un véritable état de droit et dans lequel même l'investissement étranger sera protégé. Merci. Merci.